Poutine prêt à faire une alliance avec Trump après sa victoire. Mais à quel prix pour l'Europe et l'OTAN? Poutine lance un ultimatum à l'OTAN pour s'allier avec Trump. Que se cache-t-il derrière cette annonce explosive? Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la diplomatie internationale. Vladimir Poutine a récemment affirmé qu'il est prêt à coopérer avec Donald Trump, mais sous une condition qui pourrait transformer le paysage militaire européen, le retrait de l'OTAN du continent. Cet ultimatum n'est pas seulement une provocation. Il révèle les tensions sous-jacentes entre la Russie et l'Occident, ainsi qu'une vision différente de la coopération internationale. Pour comprendre la portée de cette déclaration, il faut saisir ce que représente l'OTAN pour la Russie. Depuis des années, Poutine voit cette organisation comme un instrument de l'influence américaine, menaçant directement la sécurité de la Russie. En demandant son retrait, il propose en fait un retour à des relations plus directes entre les puissances, sans l'intervention de blocs militaires qui imposeraient leurs règles aux autres. J'ai déjà dit que nous allons travailler avec n'importe quel président n'importe quel président américain. Et s'il va faire tout ce qu'il a dit, s'il vous appelle, qu'est-ce que vous devez faire s'il vous dit Vladimir, rencontrons. En fait, je ne pense pas. En fait, vous savez, les dirigeants européens, ils m'appelaient presque toutes les semaines. Donc, c'est normal. Et si ces dirigeants européens veulent rétablir nos contacts, nous ne sommes pas contre. Nous allons rétablir nos contacts, nous allons discuter. Il y a beaucoup de personnes qui veulent discuter. Il y a une salle, il y a ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc vous êtes prêts à coopérer avec Donald Trump? Oui, je suis prêt à coopérer avec Donald Trump. Refusons le dollar. Ce sont simplement les autorités politiques, financières de l'Europe, des États-Unis qui ne veulent plus utiliser l'euro. C'est eux-mêmes qui se limitent dans leurs échanges. En ce qui concerne l'Europe, il y a un véritable problème qui consiste en ce que les décisions au niveau économique sont prises par des responsables politiques qui, malheureusement pour ces pays, ne sont pas des experts en économie et en finance et qui ne font que nuire à leur propre économie. Donc nous, la Russie en tout cas, nous ne refusons pas d'utiliser le dollar. Le dollar, ce n'est pas du tout notre attention, mais nous refusons que le dollar soit utilisé comme un instrument de paiement. Et ce sont les États-Unis qui ne veulent pas qu'on utilise le Vous dollar. savez, tous ces présidents américains, ils sont intéressants. Il est difficile d'imaginer une personne qui soit au pouvoir dans l'une des puissances du monde et qui soit en même temps stupide. En fait, vous savez, la culture politique américaine, la lutte politique américaine, elles deviennent plus aiguës. On a recours à de nouvelles méthodes pour parvenir à certains objectifs. Parfois, ces méthodes et ces moyens, ils ne sont pas bons, mais vous savez, on a attaqué M. Bush, on se prenait à M. Bush. Ça prenait M. Bush et cela n'est pas bon. Nous avons eu beaucoup de différends, beaucoup de contradictions. Et je pense qu'en ce qui concerne la Russie, en ce qui concerne la politique russe, presque tous les dirigeants, j'en ai déjà parlé, tout ce qui a été fait par les Américains, cela ressemblait à une intervention, mais sur le plan personnel, ce même Bush qui
qui était gouverneur du Texas. Il effectuait ses fonctions avec succès et je vous assure, il est décent, il n'est pas stupide. Et tous ces opposants politiques, ils n'étaient pas aussi stupides. Changer ces règles du jeu. Et quel conflit observons-nous aujourd'hui? J'en suis convaincu, ce n'est pas un conflit de tous contre tous, dû à l'écart qui a été pris par rapport à certaines règles. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est un conflit entre la majorité de la population de la planète qui veut se développer dans un monde cohérent, dans un monde de communication, et une minorité mondiale qui est préoccupée par une seule chose, comme je l'ai dit, préserver sa domination. Et pour cela, cette minorité est prête à détruire les résultats issus de l'évolution de ce grand système mondial. Et on voit bien qu'ils n'y parviennent pas. Et en même temps, les pays occidentaux, de façon hypocrite, cherchent à nous convaincre tous que ce qui est menacé, c'est les résultats de la lutte de l'humanité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Or, ce n'est pas du tout le cas. La Russie et les autres pays de la majorité mondiale cherchent au contraire à confirmer les progrès pour qu'ils deviennent l'essence de la poursuite de ce progrès. Et donc, on voit les pays occidentaux aujourd'hui qui s'étaient imposés après la chute de l'URSS, qui cherchent à établir cette domination. Mais encore une fois, je le dis, si à vous présents dans cette salle, tout monopole, comme on connaît, tôt ou tard, l'histoire nous le montre, finit par s'effondrer. Il ne faut pas nourrir d'illusions ici. Les monopoles sont souvent dangereux pour les monopolistes eux-mêmes. L'ouverture de la coopération est la valeur la plus importante pour la majorité des pays du monde. Les tentatives de mettre des obstacles artificiels peuvent permettre des avantages. Il s'agit d'éviter les cataclysmes, les tremblements de terre sociopolitiques. Il est intolérable d'avoir des situations comme ce qui s'est passé l'année dernière après le tremblement de terre catastrophique en Asie mineure, où on a refusé l'aide dans certaines régions qui avaient beaucoup souffert. Ces exemples égoïstes, basés sur des conjonctures du moment, sont tout à fait inacceptables et égoïstes. C'est le gage non seulement d'une prospérité économique, mais également d'une possibilité d'aller de l'avant. Donc il s'agit de garantir les efforts pour la vie. Les indicateurs basés sur l'ouverture sous la souveraineté sont très très récents. Aujourd'hui, les personnes essaient d'utiliser les limitations comme un instrument de pression et rien ne sort de bon de cela. La majorité mondiale est pour l'ouverture sans politisation. Deuxièmement, nous avons toujours parlé d'un monde diversifié et nécessaire pour sa solidité. On peut montrer des paradoxes. Il n'y a pas de tableau univoque. Tout le monde, certains pays doivent aider. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Il s'agit de quelque chose de difficile. Premièrement, il ne doit pas y avoir de situation où le modèle d'un pays ou d'une partie de l'humanité va devenir universel et s'imposer aux autres. Deuxièmement, les codes ne peuvent pas s'appliquer comme une directive, comme une vérité pour tout le monde. Les valeurs uniques
s'appuie sur la diversité, le droit international et le produit d'accords, pas de pays, mais même pas de pays, mais de peuples. Le droit à une conscience est essentiel et qu'il faut que chaque culture et chaque civilisation soit représentée. La crise du droit international dont on parle aujourd'hui, c'est une crise de croissance. Le monde à venir s'appuie sur la diversité, mais sur un processus, bien sûr, difficile. Mais lorsque on a trouvé l'équilibre, eh bien, il y a un espoir d'une stabilité à long terme. Et cela permet de ne pas s'appuyer sur des éléments impulsifs, mais au contraire s'appuyer sur des éléments rationnels. Ce principe est garanti par la Charte des Nations Unies et par le Conseil de sécurité. Mais nous voyons que certains pays européens, presque tous les pays d'Europe sont membres de l'OTAN et ils agissent contre leurs intérêts et ils agissent en sorte de favoriser la politique américaine. Aux États-Unis, dans certains États, les vecteurs énergétiques coûtent 3, 4 ou 5 fois moins que dans les pays de l'Union européenne. Et donc, ils prennent des décisions dans le domaine de taxes et parfois, certaines entreprises déménagent aux États-Unis, certaines entreprises européennes. Il s'agit des entreprises notamment qui produisent des engrais, qui produisent la vitre, et donc certaines entreprises ont déménagé aux États-Unis. Et alors, je pense ici aux entreprises métallurgiques, donc nous pouvons, et les gouvernements, ils peuvent parler de travaux inefficaces de la direction de ces entreprises, mais c'est la question politique. Donc, cette direction de l'entreprise doit faire quelque chose pour sauver ces entreprises. Et alors, ce conflit dont nous sommes partis, malheureusement, ce conflit permet aux États-Unis, premièrement, d'y parvenir, de consolider son rôle d'hégémone. Cela a permis aux États-Unis de mettre ces pays dans un état d'assujettissement et il en va de même au Japon. Ces politiques de restriction ne font que provoquer des inconvénients, des obstacles au développement des économies nationales. Et donc, si on pourrait justement faire des échanges de technologies. Or, les mesures actuelles ne peuvent provoquer que des crises d'inflation. Or, en ce qui concerne notre relation, notre coopération, les domaines dans lesquels on cherche à contenir le développement chinois peuvent être complétés par le biais de notre coopération. Donc, par exemple, on a commencé par l'énergie. C'est un secteur qui se développe fortement sur le plan du pétrole, sur le plan du gaz et aussi sur le plan des techniques, des technologies nucléaires. Nous créons de nouveaux réacteurs nucléaires. Nous augmentons les réseaux d'alimentation en pétrole et en gaz. Et c'est un système essentiel pour la sécurité énergétique pour ce de qui est la Chine. maintenant de la situation dans l'Asie de l'Est. C'est pas la Chine qui crée un bloc, c'est les États-Unis qui créent des blocs. Un bloc, deux blocs, trois blocs. Maintenant, l'OTAN qui s'élargit. Il ne peut rien sortir de bon lorsqu'on crée des blocs militaro-politiques
dirigé par un seul pays. Tous les autres pays vont travailler pour les intérêts de l'État qui a créé ces blocs. Nous coopérons et nous sommes des amis contre personne. Notre relation avec la Chine n'est dirigée contre aucun pays tiers, y compris contre les États-Unis. Notre relation avec la Chine veut créer des conditions de développement de nos États. Et question avec le président, je pense qu'il peut imaginer les réalités dans lesquelles nous vivons. La Russie ne s'unit avec qui que ce soit contre personne. Elle ne s'unit avec personne contre personne. La Chine et la Russie ont atteint un niveau de confiance, de coopération et d'amitié sans précédent. Il existe des structures, malgré ce qui a été déclaré sur la liberté d'expression. On ne laisse même pas travailler nos journalistes en Europe. Ils ferment tout. Ils font toutes les difficultés possibles. Donc comment pouvons-nous communiquer si les journalistes ne peuvent pas travailler ? S'il y a un seul point de vue. Regardez Russia Today. Et même de ça, ils ont peur. Donc, j'en prie, nous sommes ouverts qu'un homme de s'inscrire dans la catégorie femme pour un sport. Mais ça va détruire ce sport. Excusez-moi, il y a des sports qui ne correspondent pas nécessairement à la féminisation. Mais que ce soit la lutte, la boxe. Mais ça tue le sport féminin, tout simplement. Mais que ces gens-là luttent, mais qu'ils soient en compétition aux Jeux Olympiques. Et là, par exemple, ils vont utiliser des substances ou autre chose. Mais et cela n'humilie personne. Mais comment peut-on défendre nos valeurs? Eh bien, il faut défendre nos valeurs avec nos propres moyens. Dans son discours, Poutine va plus loin en mettant en avant l'idée d'une indépendance nationale face aux grandes alliances militaires. Selon lui, chaque pays devrait être libre de choisir ses partenaires sans subir les pressions d'un autre bloc. Ce modèle de coopération, il l'applique d'ailleurs déjà avec la Chine. Il insiste sur le fait que cette alliance russo-chinoise n'est dirigée contre personne, et surtout pas contre les États-Unis, mais vise au contraire à encourager un développement mutuel basé sur le respect de la souveraineté de chacun. Poutine appelle donc à un nouvel ordre mondial où la coopération ne serait pas dictée par des blocs, mais par des intérêts partagés. Ce modèle a de quoi attirer les pays émergents qui aspirent à une autonomie plus grande face aux règles imposées par l'Occident. Dans cette vision, il ne s'agit plus d'imposer des modèles, mais de proposer des alternatives où chaque nation est libre de se développer. Finalement, cet ultimatum à l'OTAN et cette offre de coopération avec Trump mettent de l'Europe face à un choix difficile. Soit elle suit la voie tracée par l'Amérique et l'OTAN, soit elle cherche une alternative qui l'éloignerait de l'influence directe des blocs militaires. En tout cas, une chose est sûre, les prochaines décisions de l'Europe et des États-Unis face à cet ultimatum de Poutine pourraient bien redéfinir leur place dans ce monde en pleine transformation.